J'ai vu mes parents jeter une grande caisse en bois dans la rivière et s'éloigner en riant. Quand je me suis précipité vers le bord de l'eau, j'ai entendu un faible son étouffé provenant de l'intérieur de la caisse alors qu'elle commençait à couler. Pourvu qu'elle soit vide, ai-je murmuré en plongeant dans l'eau glaciale et en la ramenant sur la rive de toutes mes forces. Mes parents m'ont vu et sont revenus en courant. Mon père m'a attrapé par les cheveux et m'a jeté au sol. Mêle-toi de tes affaires. Ma mère m'a donné un violent coup de pied dans les côtes. Laisse ça tranquille. Quand je me suis débattue, elle m'a frappé au visage, me faisant tomber. Mais j'ai rampé à nouveau et j'ai forcé l'ouverture de la caisse avec une pierre. Mes mains tremblaient lorsque le couvercle s'est détaché. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a fait hurler. Ma fille de 4 ans était ligotée et bâillonnée, trempée et à peine consciente. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de détruire leur vie. L'air de novembre transperçait ma veste alors que je marchais le long de la berge cet après-midi-là. J'avais pris le chemin le plus long pour rentrer du travail, ayant besoin de temps pour me vider la tête après une journée particulièrement stressante. Le soleil était bas sur l'horizon, projetant une lumière orangée sur l'eau. Tout semblait paisible jusqu'à ce que je remarque 2 silhouettes près de l'ancienne rampe de mise à l'eau, à environ 50 mètres devant moi. Quelque chose dans leur mouvement a attiré mon attention. Ils peinaient avec une grande caisse en bois, du genre utilisé pour expédier du matériel lourd. La boîte devait peser au moins 50 kilos, à en juger par la façon dont ils s'efforçaient de la porter à deux. Alors qu'ils atteignaient le bord de la rivière, j'ai reconnu le manteau violet de la femme. Mon estomac s'est noué. C'était ma mère, Donna. L'homme à côté d'elle était mon père, Gérald. Je me suis figé derrière un bouquet d'arbres, ne sachant pas pourquoi je ressentais le besoin de me cacher de mes propres parents. Ils agissaient étrangement ces derniers temps, trouvant des excuses chaque fois que je demandais à leur amener ma fille Aria pour une visite. Donna avait prétendu qu'elle redécorait. Gérald disait qu'il ne se sentait pas bien. Leurs raisons changeaient constamment, mais le message restait le même. Reste à l'écart. Ensemble, ils ont soulevé la caisse, l'ont balancée 1 fois, 2 fois, puis l'ont lancée dans la rivière avec un lourd « splash ». Le son a résonné sur l'eau. Ils sont restés là un instant, la regardant couler. Puis Donna s'est mise à rire. Gérald l'a rejointe, leur voix portant à travers la distance qui nous séparait. Ce son m'a donné la chair de poule. Il y avait quelque chose de cruel dans ce rire, quelque chose qui ne correspondait pas au simple acte de se débarrasser d'une vieille boîte. J'aurais dû faire demi-tour et m'en aller. Une partie de moi voulait faire comme si je n'avais rien vu. Mais la curiosité m'a poussé en avant. La caisse avait déjà commencé à dériver avec le courant, l'eau s'infiltrant à travers les lattes de bois. Mes parents se sont retournés pour partir, gloussant encore à propos de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. C'est alors que je l'ai entendu. Un son étouffé, faible, presque imperceptible par-dessus le bruit de l'eau. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Non, ce n'était pas possible. La caisse flottait près de la surface, se remplissant lentement d'eau. Ce son est revenu. Ce n'était définitivement pas mon imagination. Mes pieds ont bougé avant que mon cerveau ne puisse réagir. J'ai sprinté vers le bord de l'eau, mes chaussures martelant le chemin de terre. La caisse avait dérivé à environ 3 mètres du rivage, s'enfonçant un peu plus chaque seconde. Sans réfléchir, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai sauté dans l'eau glaciale de novembre. Le froid m'a frappé comme un coup. Mes poumons se sont contractés. Chaque muscle de mon corps hurlait de sortir. Mais j'ai continué, nageant vers la caisse avec des brasses maladroites et désespérées. Le courant luttait contre moi. Mes vêtements m'alourdissaient. J'ai agrippé le bord en bois juste au moment où elle commençait à sombrer complètement. Le poids a failli m'entraîner avec elle. J'ai battu des pieds avec force, essayant de la ramener vers le rivage. Mes doigts me faisaient mal à force de serrer le bois rugueux. L'eau éclaboussait ma bouche et mon nez. La distance pour revenir à terre me semblait insurmontable. Chaque centimètre gagné exigeait toute ma force. Soudain, des mains m'ont empoigné par les épaules, me tirant en arrière. J'ai perdu ma prise sur la caisse. Le visage de mon père est apparu au-dessus du mien, tordu de rage.
Il m'a traîné sur la rive boueuse et a saisi une poignée de mes cheveux, tirant assez fort pour me faire pleurer. Avant que je puisse parler, il m'a jeté au sol. Mêle-toi de tes affaires. Sa voix était un rugissement. J'ai essayé de me relever, mais le pied de ma mère a heurté mes côtes. Une douleur a explosé dans mon flanc. J'ai eu le souffle coupé, incapable de prendre une respiration complète. Laisse ça tranquille. Le visage de Donna ne montrait aucune reconnaissance qu'elle attaquait sa propre fille. Ses yeux étaient fous, presque méconnaissables. Je me suis redressée sur les coudes. La caisse était toujours là, à peut-être 5 mètres, à peine visible au-dessus de la ligne de flottaison. Ce son étouffé est revenu, plus fort cette fois, plus désespéré. Je me suis élancée vers l'eau, mais ma mère m'a attrapé le bras et m'a fait pivoter. Son poing a rencontré ma joue. Des étoiles ont éclaté devant mes yeux. J'ai heurté le sol durement. Le sang a rempli ma bouche. Mon corps tout entier hurlait de protestation, mais je ne pouvais pas ignorer ce son. Je connaissais ce son, malgré le sifflement dans mes oreilles et la douleur qui irradiait de mon visage. Un instinct primaire m'a poussé en avant. J'ai rampé dans la boue et les rochers. Ignorant les cris de mes parents, mes mains ont trouvé prise sur une grosse pierre encastrée dans la berge. Je suis retournée dans l'eau, mue par l'adrénaline pure. La caisse avait dérivé plus près du bord, accrochée à un obstacle sous-marin. Je l'ai saisie d'une main et j'ai frappé avec la pierre de l'autre. Le bois a craqué. J'ai frappé encore et encore. La planche s'est fendue. Gérald s'est précipité dans l'eau après moi. Ses mains ont atteint ma gorge. Je me suis dégagée et j'ai abattu la pierre une dernière fois. Le couvercle a cédé dans un grognement. À l'intérieur de la caisse, attachée avec de la corde et bâillonnée avec du ruban adhésif, se trouvait ma fille de 4 ans, Aria. Ses cheveux blonds étaient collés à son visage. Ses lèvres avaient une teinte bleutée. Ses yeux étaient à peine ouverts, sans focus, et se révulsaient. L'eau avait rempli le fond de la caisse, trempant sa robe rose. Le cri qui s'est arraché de ma gorge ne semblait pas humain. J'ai arraché le ruban adhésif de sa bouche et l'ai sorti de l'eau. Elle ne respirait pas. Non, 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 non. J'ai incliné sa tête en arrière, me souvenant de la formation en RCR d'il y a des années. Insuffler. Compresser. Insuffler. Compresser. Mes parents se tenaient figés sur le rivage, observant. Aria a toussé. De l'eau a jailli de sa bouche. Elle a haleté, puis a commencé à pleurer. Ce son magnifique et terrible de mon bébé qui pleure signifiait qu'elle était en vie. Je l'ai serrée contre ma poitrine, toutes deux tremblant violemment de froid. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai regardé mes parents. Qu'est-ce que vous avez fait? Le visage de Donna était devenu pâle. La bouche de Gérald s'ouvrait et se fermait sans un son. Ils ont regardé Aria, puis se sont regardés l'un l'autre, puis à nouveau moi. La rage dans leurs expressions s'était transformée en autre chose. La peur. Ils ont tourné les talons et ont couru. J'ai porté Aria en haut de la berge, attrapant mon téléphone dans ma veste abandonnée. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à composer le 911. La voix de l'opérateur semblait lointaine alors que je décrivais notre emplacement et notre état. Ambulance, police, tous deux en route. Les bras d'Aria se sont enroulés autour de mon cou. Elle pleurait, répétant « Maman », encore et encore. Je me suis assise sur le sol froid, la tenant, me balançant d'avant en arrière. Le sang de ma lèvre fendue gouttait sur ses cheveux mouillés. Mes côtes me lançaient à chaque respiration. Rien de tout cela n'avait d'importance. Elle était en vie. L'ambulance est arrivée en quelques minutes, bien que cela ait semblé des heures. Les ambulanciers nous ont enveloppés dans des couvertures et ont vérifié les signes vitaux d'Aria. Hypothermie, choc, possiblement de l'eau dans les poumons. Ils nous ont chargés à l'arrière, commençant une perfusion dans son petit bras. Un policier est monté avec nous, posant des questions que je pouvais à peine traiter. À l'hôpital, les médecins ont emmené Aria en observation pendant que les infirmières examinaient mes blessures. Côte contusionnée, contusion faciale, légère hypothermie,
rien qui ne guérirait pas. L'officier qui nous avait accompagnés s'est présenté comme étant l'inspecteur James Morrison. Il avait besoin de ma déposition. Je lui ai tout raconté, ma voix mécanique et distante. « Vos parents » a-t-il dit lentement. « Gérald et Donna Reeves. Ils ont tenté d'assassiner votre fille. » Entendre quelqu'un d'autre le dire le rendait réel. J'ai hoché la tête. Où irait-il ? Je lui ai donné leur adresse, leur numéro de téléphone, les noms de leurs amis, tout ce à quoi je pouvais penser. Il a passé des appels, a dépêché des unités. En moins d'1 heure, ils avaient été arrêtés chez eux alors qu'ils essayaient de faire leurs valises. Aria est restée à l'hôpital pendant 3 jours. Une pneumonie s'est développée dans son poumon gauche à cause de l'eau qu'elle avait inhalée. Je ne l'ai jamais quittée. Mon ex-mari, Terence, est arrivé le 2e jour, pâle et tremblant. Nous avions divorcé 2 ans plus tôt, mais nous avions maintenu une relation de coparentalité décente. Il était en voyage d'affaires, laissant Aria avec mes parents pour le week-end. Je leur faisais confiance, n'arrêtait-il pas de dire. Je leur ai confié notre bébé. Nous l'avions fait tous les 2. Ils étaient censés être ses grands-parents, ceux qui la gâtaient avec des biscuits et la laissaient veiller tard, pas des monstres qui attacheraient une enfant de 4 ans et la jetteraient dans une rivière. L'enquête de police a progressé rapidement. Les inspecteurs ont trouvé du ruban adhésif, de la corde et des gants de travail dans le garage de mes parents. Les gants contenaient des fibres correspondant à la corde utilisée pour lier Aria. Les images de surveillance d'une quincaillerie montraient Gérald achetant la caisse 3 jours avant l'incident. Leurs relevés téléphoniques ont révélé des dizaines d'appels entre eux dans les semaines précédant l'attaque, discutant de plans en termes vagues qui prenaient une signification sinistre dans leur contexte. Le mobile est devenu clair grâce à des SMS récupérés sur le téléphone de Donna. On lui avait diagnostiqué une maladie d'Alzheimer précoce 6 mois plus tôt. Dans son état mental en détérioration, elle était devenue convaincue qu'Aria m'avait en quelque sorte volé mon attention et mon amour. Gérald, au lieu d'obtenir une aide appropriée pour sa femme, avait nourri ses délires. Ensemble, ils avaient prévu d'éliminer ce que Donna considérait comme la source de l'éloignement de sa fille. La logique était folle, tordue, impensable, mais les preuves étaient accablantes. L'avocat de mes parents a tenté de plaider la responsabilité atténuée en raison de l'état de Donna. Le procureur a fermement rejeté cet argument. Gérald n'avait pas une telle excuse. Il avait aidé à planifier et à exécuter une tentative de meurtre en pleine conscience de ses actes. Ils ont tous 2 été inculpés de tentative de meurtre au 1er degré, d'enlèvement et de mise en danger d'enfants. J'ai assisté à l'audience de mise en liberté sous caution, regardant mes parents en combinaison orange. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte plus vieux. Donna n'arrêtait pas de pleurer, disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était là. Gérald fixait le sol. Le juge a refusé la caution. Il resterait en détention jusqu'au procès. Aria faisait des cauchemars toutes les nuits. Elle se réveillait en hurlant à propos de l'eau sombre dans la boîte. Terence et moi l'avons emmenée chez un psychologue pour enfants spécialisé dans les traumatismes. Nous avons suivi toutes les recommandations, veilleuse, routine cohérente, réconfort en douceur. Les progrès étaient lents. La date du procès a été fixée à 6 mois plus tard. J'ai passé ce temps à monter mon dossier pour quelque chose qui allait au-delà des poursuites pénales. Je voulais m'assurer que mes parents subiraient les conséquences de toutes les manières possibles. Ils avaient essayé de détruire mon monde. J'allais démanteler le leur, morceau par morceau. Gérald était directeur régional pour une entreprise manufacturière depuis 30 ans. J'ai contacté son employeur avec des copies des rapports de police et des articles de presse. La clause de moralité de l'entreprise fournissait un motif de licenciement immédiat. Il a perdu son emploi 3 semaines après son arrestation, renonçant à sa pension et à ses avantages sociaux. Donna travaillait à temps partiel comme comptable pour plusieurs petites entreprises de la ville. Je les ai visitées personnellement, fournissant la documentation des accusations. La plupart ont immédiatement mis fin à leur relation avec elle.
Celles qui hésitaient ont reçu des visites de suivi où j'expliquais calmement qu'employer quelqu'un en attente de son procès pour avoir tenté d'assassiner sa petite fille pourrait ne pas bien refléter les valeurs de leur entreprise. Mes parents étaient propriétaires de leur maison, une modeste maison de 3 chambres qu'ils avaient payée sur 25 ans. Les frais de justice allaient rapidement vider leurs économies. J'ai engagé une avocate civile nommée Patricia Kendrick pour intenter une action en justice au nom d'Aria. Nous avons poursuivi pour détresse émotionnelle, frais médicaux et dommages-intérêts punitifs. Le montant importait moins que le principe. Nous avons fait inscrire une hypothèque judiciaire sur leur propriété. Leurs amis ont commencé à prendre leur distance à mesure que la nouvelle de l'affaire se répandait dans notre petite ville. Des gens qui connaissaient mes parents depuis des décennies avaient soudain des excuses pour ne pas pouvoir leur rendre visite ou prendre leurs appels. L'isolement social était presque poétique. Ils avaient essayé de m'enlever la personne que j'aimais le plus. Et maintenant, ils perdaient tous ceux qui avaient un jour tenu à eux. J'ai tout documenté. Les photos des ecchymoses d'Aria dues aux cordes. Les factures médicales de son séjour à l'hôpital. Les reçus des séances de thérapie. Les notes de son médecin sur ses cauchemars persistants et son anxiété. Chaque élément de preuve qui montrait le préjudice durable qu'ils avaient causé. Les semaines précédant le procès ont été consacrées à la préparation. Patricia Kendrick a travaillé en étroite collaboration avec le bureau du procureur, s'assurant que notre action civile complétait la procédure pénale sans interférer. Nous nous retrouvions chaque semaine dans son bureau du centre-ville, une maison en grès brun reconvertie avec des parquets et des murs tapissés de livres de droit. Elle étalait des documents sur son immense bureau en chaîne pendant que je les examinais un par un, revivant le cauchemar dans un langage juridique précis. L'accusation avait assigné la procureure adjointe Lorraine Vasquez à l'affaire. Elle avait la quarantaine, le regard vif et méticuleux. Lors de notre première rencontre, elle m'avait regardé droit dans les yeux et avait promis qu'elle obtiendrait une condamnation. Je l'ai cru. Elle avait la réputation de gagner des affaires difficiles, et celle-ci contenait des preuves dont la plupart des procureurs ne pouvaient que rêver. Lorraine a demandé plusieurs réunions pour préparer mon témoignage. Nous nous asseyions dans la salle de conférence du palais de justice, passant en revue chaque détail de cet après-midi. Elle posait des questions sous différents angles, me préparant à ce que la défense me lancerait. Comment pouvais-je être certaine que c'étaient mes parents? Comment était l'éclairage? Aurais-je pu mal interpréter leurs intentions? Y avait-il eu des conflits antérieurs qui auraient pu biaiser ma perception? Je répondais à chaque question avec soin. La vérité était mon arme la plus puissante. Je n'avais rien à cacher et rien à embellir. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Pendant ce temps, j'ai commencé ma propre enquête sur la vie de mes parents. Je devais comprendre comment ils en étaient arrivés au point où noyer leur petite fille semblait être une solution raisonnable à quoi que ce soit. Patricia avait engagé un détective privé nommé Marcus Webb, un ancien inspecteur de police spécialisé dans la recherche d'antécédents pour les litiges civils. Marcus a découvert que le diagnostic d'Alzheimer de Donna avait été posé 5 mois avant l'incident, et non 6 comme initialement rapporté. Son médecin lui avait prescrit des médicaments et recommandé une thérapie cognitive. Mes parents avaient récupéré l'ordonnance une fois, puis ne l'avaient jamais renouvelée. Les séances de thérapie, ils en avaient suivi 2 sur les 12 prévues. Les relevés téléphoniques de Gérald ont révélé quelque chose d'encore plus troublant. Il avait fait des recherches en ligne sur les symptômes et la progression de la maladie d'Alzheimer, mais pas sur les options de traitement. Son historique de recherche comprenait des requêtes sur la façon dont la maladie affectait le jugement et la responsabilité légale. Il savait exactement ce qu'il faisait, cherchant à savoir si l'état de sa femme pourrait servir de bouclier s'il se faisait prendre. Marcus a également retrouvé plusieurs voisins de mes parents. Madame Caldwell, qui vivait 3 maisons plus loin, se souvenait avoir vu Gérald charger quelque chose de grand et en bois dans son camion le matin de l'incident. Monsieur Peterson, dont la propriété jouxtait la leur, a mentionné avoir entendu des voix fortes provenant de leur garage tard dans la nuit pendant la semaine précédente. Il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention à l'époque, mais rétrospectivement, le moment était significatif. Ces détails ont considérablement renforcé notre action civile.
Nous pouvions démontrer non seulement l'acte criminel lui-même, mais un schéma de planification délibérée et de tromperie. Ce n'était pas une soudaine crise de folie ou un accident tragique. Ils avaient passé des semaines à se préparer à assassiner un enfant. J'ai également commencé à fréquenter un groupe de soutien pour les parents dont les enfants avaient survécu à des crimes violents. Les réunions avaient lieu tous les mardis soirs au sous-sol d'un centre communautaire. 8 à 12 personnes se rassemblaient en cercle sur des chaises pliantes, partageant des histoires allant du déchirant à l'exaspérant. Une femme nommée Caroline avait un fils qui avait été battu par son entraîneur de basket. La fille de Robert avait été agressée par un ami de la famille. Chaque histoire était unique, mais le traumatisme sous-jacent nous unissait. Ces séances m'ont aidé à gérer la rage qui menaçait de me consumer pendant les moments de calme. Quand Aria dormait et que je restais seule avec mes pensées, la fureur montait comme une force physique. Je voulais faire du mal à mes parents comme ils lui en avaient fait. Je voulais qu'ils ressentent la terreur qu'elle avait vécue dans cette caisse sombre. Le groupe de soutien m'a appris à canaliser ces sentiments en actions productives plutôt qu'en fantasmes destructeurs. Un membre, un homme nommé Vincent, dont le fils adolescent avait été kidnappé des années plus tôt, est devenu une sorte de mentor. Il avait poursuivi avec succès les ravisseurs de son fils et avait navigué dans le système de justice pénale avec une détermination impressionnante. Autour d'un café après les réunions, il partageait des stratégies pour rester concentré pendant le procès. Il me rappelait que ma colère était légitime, mais qu'elle devait servir à la guérison d'Aria, et non seulement à mon désir de vengeance. L'attention des médias s'est intensifiée à l'approche de la date du procès. Les chaînes d'information locales ont diffusé des reportages sur l'affaire. Une journaliste nommée Jessica Thornton du journal régional a écrit une série d'articles examinant comment le crime s'était déroulé. Elle avait interviewé l'inspecteur Morrison, examiné les documents judiciaires publics et même tenté de parler à l'avocat de mes parents, bien qu'il ait refusé de commenter. Jessica m'a contacté par l'intermédiaire du bureau de Patricia. Elle voulait une interview exclusive avec la mère qui avait sauvé sa fille d'une mort horrible. J'ai accepté, y voyant une occasion de contrôler le récit. Nous nous sommes rencontrés dans un café un samedi matin. Je portais des vêtements simples et pas de maquillage, voulant apparaître comme la mère ordinaire que j'étais plutôt qu'une création médiatique. L'interview a duré 2 heures. Jessica a posé des questions réfléchies sur le rétablissement d'Aria et ma relation avec mes parents avant l'incident. J'ai parlé avec prudence, évitant tout ce qui pourrait compromettre le procès, mais en peignant un tableau clair de la trahison que nous avions subie. L'article a été publié la semaine suivante avec le titre « Le cauchemar d'une mère, quand les grands-parents deviennent des prédateurs ». L'opinion publique s'est rapidement consolidée après cet article. Des lettres à la rédaction ont inondé le journal, condamnant presque universellement mes parents. Une pétition a circulé en ligne exigeant des peines maximales. Bien que j'apprécie le soutien, une partie de moi s'inquiétait de la sélection du jury. La publicité pré-procès rendrait-elle plus difficile de trouver des jurés impartiaux ? Lorraine Vasquez m'a assuré que le tribunal s'en occuperait. La sélection du jury a duré 3 jours complets, les 2 parties interrogeant des dizaines de jurés potentiels sur leur exposition à la couverture médiatique et leur capacité à juger l'affaire uniquement sur les preuves présentées au tribunal. Finalement, ils ont constitué un jury de 12 personnes et 4 suppléants qui semblaient capables d'objectivité. Le procès pénal a commencé en mai. Je m'étais préparée au choc émotionnel d'entendre à nouveau les détails, mais rien n'égalait la réalité d'être assise dans cette salle d'audience. L'accusation a présenté son cas méthodiquement, les relevés téléphoniques, les reçus d'achat, les images de surveillance, mon témoignage, les conclusions de l'inspecteur, un médecin qui a expliqué qu'Aria se serait noyée en 1 ou 2 minutes de plus si je ne l'avais pas sortie. L'avocat de la défense de Gérald a essayé de le dépeindre comme un mari dévoué manipulé par sa femme malade. Le jury n'a pas mordu. Les SMS montraient qu'il participait activement à la planification, suggérant même l'emplacement de la rivière en raison de sa profondeur et de son courant. L'avocat de Donna a tenté la défense pour aliénation mentale. Des experts médicaux ont témoigné sur son diagnostic d'Alzheimer et son déclin cognitif. L'accusation a contré avec des preuves qu'elle avait été assez lucide pour planifier le crime sur plusieurs semaines, achetant du matériel et se coordonnant avec Gérald.
Sa condition a peut-être alimenté l'illusion, mais elle avait compris ce qu'elle faisait. J'ai témoigné pendant 2 jours. Le procureur m'a fait passer en revue chaque détail de cet après-midi. La découverte de la caisse. Le saut dans l'eau. L'attaque de mes parents. La découverte d'Aria à l'intérieur. Les avocats de la défense m'ont contre-interrogé, essayant de trouver des failles dans mon histoire ou de suggérer que j'avais mal compris leurs intentions. Je suis restée calme et cohérente. Aria n'a pas eu à témoigner. Elle était trop jeune, et les preuves étaient assez solides sans lui faire subir un traumatisme supplémentaire. Le jury a vu les photos d'elle ligotée dans cette caisse. C'était suffisant. Les délibérations ont duré 3 jours. J'ai passé ce temps dans une chambre d'hôtel près du palais de justice, incapable de manger ou de dormir correctement. Terence est resté avec Aria dans son appartement, maintenant sa routine aussi normale que possible. Patricia Kendrick me tenait au courant des demandes du jury pour examiner les preuves. Le verdict est tombé un jeudi après-midi. Coupable sur tous les chefs d'accusation, tous les 2. Je me suis assise entre Terence et Patricia pendant que le juge lisait chaque verdict. Coupable de tentative de meurtre au 1er degré. Coupable d'enlèvement. Coupable de mise en danger d'enfant. La sentence a été fixée à 3 semaines plus tard. Le procureur a recommandé des peines consécutives étant donné la gravité et la nature préméditée des crimes. J'ai soumis une déclaration de la victime décrivant les luttes continues d'Aria, sa peur de l'eau, ses cauchemars, la façon dont elle ne pouvait pas être seule dans une pièce sans paniquer. Gérald a été condamné à 25 ans. Donna a écopé de 20 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans, en tenant compte de son état mental. Ils mourraient probablement tous les 2 en prison. Gérald avait 68 ans. Donna en avait 65. Le juge n'a montré aucune sympathie en prononçant les peines. Mon procès civil s'est conclu 2 mois après le procès pénal. Le jury a accordé à Aria 3 millions de dollars de dommages et intérêts. Mes parents n'avaient rien qui s'approchait de ce montant. Mais nous pouvions saisir leurs biens. Leur maison a été vendue aux enchères. Leur voiture, leurs possessions, tout ce qu'ils avaient accumulé pendant des décennies de mariage a servi à payer le jugement. Ils sortiraient de prison sans rien, sans maison, sans économie, sans réputation. Les personnes qui ont essayé d'assassiner ma fille pour le crime d'exister passeraient leurs dernières années dans des cellules en béton, entourées d'autres criminels qui apprendraient exactement ce qu'ils avaient fait. Les hiérarchies carcérales ont peu de tolérance pour ceux qui font du mal aux enfants. J'ai reçu des lettres des 2. Celle de Gérald était brève, affirmant qu'il avait seulement essayé d'aider sa femme et n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin. Celle de Donna divaguait, alternant entre des excuses et des accusations selon lesquelles j'avais toujours été ingrate. Je les ai lues une fois, puis je les ai enfermées. Ils ne méritaient pas de réponse. Aria a eu 5 ans, puis 6. Les cauchemars sont devenus moins fréquents. Elle a appris à nager dans un environnement contrôlé avec une thérapeute spécialisée, reprenant le pouvoir sur sa peur de l'eau. Elle avait encore des moments d'anxiété, en particulier avec les personnes âgées qu'elle ne connaissait pas bien, mais elle guérissait. Les cours de natation méritaient une mention particulière. J'avais fait des recherches approfondies avant de trouver le Dr Ruth Holloway, une thérapeute spécialisée dans la réadaptation aquatique pour les survivants de traumatismes. Son établissement avait une piscine intérieure chauffée avec des niveaux de profondeur réglables et un éclairage bleu apaisant. La première séance, Aria n'a même pas voulu entrer dans la zone de la piscine. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, tremblante et pleurant, suppliant de rentrer à la maison. Le docteur Holloway n'a jamais insisté. Elle s'est assise sur le bord de la piscine avec Aria, parlant de dauphins et de sirènes, pendant que l'eau clapotait doucement contre les carreaux. La deuxième séance, Aria a touché l'eau avec un doigt. La troisième, elle s'est assise sur le bord et a balancé ses pieds. Les progrès se faisaient par incréments microscopiques, mais c'étaient des progrès. Au 4e mois, Aria se tenait debout dans la partie peu profonde, tenant les mains du docteur Holloway. Au 6e mois, elle flottait sur le dos, les yeux fermés, respirant régulièrement. La transformation était remarquable.
La natation est devenue sa façon de se prouver que l'eau ne pouvait plus la contrôler. C'est elle qui la contrôlait. Sa vie scolaire a présenté des défis différents. La maternelle s'était déroulée relativement sans heurts car l'incident s'était produit juste avant qu'elle ne commence, et nous avions gardé les détails privés. Mais la première année de primaire a apporté des complications. La mère d'un camarade de classe avait suivi le procès et reconnu mon nom lors d'une réunion parents-enseignants. Elle avait fait un commentaire sur cette pauvre petite fille qui a failli se noyer, et la rumeur s'était rapidement répandue parmi les autres parents. J'ai rencontré l'enseignante d'Aria, Madame Kelly Brighton, pour discuter de la manière de gérer la situation. C'était une éducatrice chevronnée d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Nous avons convenu que la vie privée d'Aria passait avant tout. Madame Brighton a envoyé une lettre à tous les parents leur demandant de ne pas discuter de l'affaire en présence de leurs enfants ni de traiter Aria différemment. La plupart se sont conformés, ceux qui ne l'ont pas fait se sont vus exclus des opportunités de bénévolat à l'école. Une mère, Denise Amonde, semblait particulièrement fascinée par notre traumatisme. Elle m'avait abordé à la sortie de l'école, posant des questions indiscrètes déguisées en sollicitude. Comment dormait Aria ? Avions-nous envisagé des thérapies alternatives ? Pensais-je que mes parents montraient des remords ? J'ai gardé mes réponses brèves et froides jusqu'à ce qu'elle comprenne enfin le message et arrête d'essayer. Aria s'est liée d'amitié avec une fille nommée Ruby Chen, dont la famille avait déménagé en ville après le procès. Ruby ne savait rien du passé d'Aria et l'aimait simplement pour ce qu'elle était. Elle passait des heures à construire des maisons de fées élaborées avec des bâtons et de la mousse dans notre jardin, riant de leurs blagues privées. Cette amitié est devenue une bouée de sauvetage. Les parents de Ruby, David et Lisa Chen, étaient respectueux et chaleureux sans être intrusifs. Ils invitaient Aria à des dîners de famille et des sorties au musée, la traitant comme n'importe quel autre enfant. L'implication de Terence est restée constante et solidaire. Il avait lutté contre une culpabilité immense après l'incident, se reprochant d'avoir laissé Aria avec mes parents. Son thérapeute l'a aidé à surmonter cette responsabilité mal placée, mais son poids l'a changé. Il est devenu hyper vigilant quant à la sécurité d'Aria, parfois à un degré malsain. Nous avons eu plusieurs conversations difficiles sur la recherche d'un équilibre. Oui, Aria avait besoin de protection, mais elle avait aussi besoin d'espace pour grandir et prendre des risques appropriés à son âge. L'instinct de Terence était de la protéger de tout, mais cela ne ferait que créer des problèmes différents. Nous avons fait des compromis sur des mesures de sécurité qui avaient du sens, des vérifications d'antécédents approfondies pour toute personne s'occupant d'elle, savoir toujours exactement où elle était, lui apprendre les limites personnelles et comment chercher de l'aide. Son remariage avec Stéphanie a eu lieu après 1 an de relation. Il les avait présentés progressivement, s'assurant qu'Aria se sente à l'aise. Stéphanie travaillait comme infirmière pédiatrique et avait une aisance naturelle avec les enfants. Elle n'a jamais essayé de materner Aria ou de me remplacer, ce que j'ai apprécié. Au lieu de cela, elle s'est positionnée comme une autre adulte bienveillante dans la vie d'Aria. Elles cuisinaient ensemble le week-end ou faisaient des projets de bricolage. Aria semblait sincèrement apprécier sa compagnie. Le mariage était petit, juste la famille immédiate et les amis proches. Aria était la demoiselle d'honneur, portant une robe jaune pâle qu'elle avait choisie elle-même. Elle a pris son rôle au sérieux, laissant tomber délicatement des pétales de rose le long de l'allée. La voir sourire et rire pendant la réception m'a donné l'espoir qu'elle se construisait de nouveaux souvenirs positifs pour équilibrer les souvenirs traumatisants. Ma propre vie amoureuse est restée essentiellement inexistante. J'ai essayé de sortir brièvement, rencontrant des hommes via des applications ou des présentations d'amis bien intentionnés, mais les conversations semblaient toujours creuses. Comment expliquez-vous à quelqu'un lors d'un dîner que vos parents ont essayé d'assassiner votre enfant ? Quand abordez-vous cela ? Au 2e rendez-vous ? Au 3e ? La plupart des hommes ne pouvaient pas le supporter. Ils exprimaient de la sympathie, puis arrêtaient progressivement d'envoyer des messages. Quelques-uns ont essayé d'être compréhensifs, mais se sentaient clairement mal à l'aise avec ce bagage. Un homme, un avocat spécialisé en divorce nommé Greg, a duré 3 mois avant d'admettre qu'il ne pensait pas pouvoir gérer la complexité de ma situation. J'ai apprécié son honnêteté même en lui montrant la porte.
Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Aria avait besoin de stabilité et je devais me concentrer sur cela. La romance pouvait attendre, peut-être indéfiniment. J'avais fait la paix avec la possibilité d'élever Aria seule. De nombreux parents célibataires s'en sortaient parfaitement bien. Je m'en sortais bien seule. Le travail est devenu une autre forme de thérapie. L'agence de marketing appréciait mes contributions et me confiait des projets de plus en plus complexes. Je me suis jetée à corps perdu dans les campagnes et les sessions de stratégie, trouvant satisfaction dans des problèmes que je pouvais réellement résoudre. Contrairement à la parentalité ou à la guérison d'un traumatisme, le marketing avait des indicateurs clairs et des objectifs réalisables. Je pouvais voir les progrès dans les rapports trimestriels et les taux de fidélisation des clients. Ma superviseure, une femme nommée Angela Torres, est devenue une sorte d'amie. Elle avait également été mère célibataire et comprenait le jonglage constant. Nous déjeunions parfois ensemble et échangions des anecdotes sur les conférences scolaires et les échéances professionnelles. Elle n'a jamais fouillé dans mon histoire personnelle, mais elle écoutait quand j'avais besoin de me défouler sur les procédures judiciaires en cours ou les séances de thérapie d'Aria. Le règlement du procès civil a mis plus de temps que prévu à être collecté. Mes parents avaient caché certains actifs, transférant de l'argent sur des comptes sous des noms différents. Marcus Webb, le détective privé, a passé des mois à tout retrouver. Il a découvert un compte d'épargne aux îles Caïmans au nom du frère de Gérald. Il a trouvé des certificats d'action qui avaient été signés au cousin de Donna. Chaque découverte nécessitait une action en justice supplémentaire pour récupérer les fonds. Patricia Kendrick a poursuivi chaque piste avec une ténacité impressionnante. Elle a déposé des requêtes, assigné des dossiers à comparaître et interrogé des parents éloignés qui avaient aidé mes parents à cacher de l'argent. Le processus était épuisant et coûteux, mais elle m'a assuré que nous récupérerions l'intégralité du jugement à terme. Elle travaillait en partie sur la base d'honoraires de résultats, prenant un pourcentage de ce que nous collections, ce qui signifiait que ses incitations étaient parfaitement alignées avec les miennes. La vente de la maison a eu lieu 18 mois après la condamnation. Elle était restée vide pendant que les procédures judiciaires traînaient, se détériorant lentement. La pelouse était devenue sauvage. La peinture s'écaillait des volets. Des vandales ont cassé plusieurs fenêtres. Au moment de la vente aux enchères, la propriété avait l'air abandonnée et triste. Un promoteur l'a achetée bien en dessous de la valeur marchande, prévoyant de la démolir pour construire quelque chose de nouveau. J'ai assisté à la vente aux enchères, regardant des étrangers enchérir sur la maison de mon enfance. La maison où j'avais appris à faire du vélo et célébrer des anniversaires n'avait plus aucune valeur sentimentale. Ce n'était que du bois, des briques et de mauvais souvenirs. Lorsque le marteau est tombé et que la vente a été finalisée, je n'ai ressenti qu'une sombre satisfaction. Un autre morceau de la vie de mes parents effacé. Leurs biens avaient été vendus séparément. Meubles, appareils électroménagers, objets personnels, tout est allé à des sociétés de vente de succession qui s'en sont débarrassés efficacement. Je n'ai rien gardé. Aria ne méritait aucune de ces possessions contaminées dans sa vie. Laissons des étrangers acheter la vaisselle de ma mère et les outils de mon père. Laissons ces objets exister dans des maisons où ils ne portent aucune histoire sombre. Terence et moi avons maintenu nos vies séparées mais nous nous sommes coordonnés étroitement pour les soins d'Aria. Nous assistions tous les deux à ces séances de thérapie lorsque cela était recommandé. Nous célébrions les anniversaires et les vacances ensemble, créant de nouvelles traditions qui n'avaient rien à voir avec mes parents ou leur absence. La ville est finalement passée à d'autres scandales et tragédies. Les gens ont arrêté de me dévisager quand j'entrais à l'épicerie. Les amis d'Aria à l'école ne savaient rien de ce qui lui était arrivé. Elle était juste une autre enfant qui aimait les dinosaures et refusait de manger des légumes. J'ai changé de travail, ayant besoin d'un nouveau départ loin des collègues qui avaient été témoins de mon chagrin pendant le procès. Une agence de marketing dans la ville voisine m'a offert un poste avec un meilleur salaire et des horaires flexibles. Je pouvais assister aux événements scolaires et aux rendez-vous de thérapie d'Aria sans constamment demander de congé. Les anciens amis de mes parents m'ont parfois contacté, affirmant qu'ils n'avaient aucune idée à quel point Donna et Gérald étaient devenus perturbés. Ils offraient une sympathie et un soutien qui sonnaient creux. Où étaient-ils quand ma mère développait des délires dangereux?
Pourquoi personne n'avait-il remarqué les signes avant-coureurs? J'ai gardé ces conversations brèves et polies, mais je n'ai jamais accepté leurs invitations à prendre un café ou à déjeuner. Certains suggéraient que je devrais pardonner à mes parents, que garder de la colère ne me ferait que du mal à la fin. Ils ne comprenaient pas. Le pardon exige des remords de la part du coupable. La lettre de Gérald était pleine d'excuses. L'état de Donna signifiait qu'elle ne se souvenait peut-être même plus de ce qu'elle avait fait. Il n'y avait rien à pardonner, seulement des conséquences à maintenir. Je visitais parfois la rivière, toujours seule. L'endroit où j'ai sorti Aria de l'eau semblait paisible les après-midi d'été. Des libellules effleuraient la surface. Des oiseaux chantaient dans les arbres voisins. Rien dans le lieu ne suggérait l'horreur qui s'y était déroulée. Je me tenais sur la berge, me souvenant de l'eau froide et du poids de cette caisse, et je me sentais reconnaissante pour la force qui m'avait poussée en avant. Aria ne se souviendrait jamais clairement des détails. Elle avait des fragments de mémoire, l'obscurité, le froid, la peur. Le thérapeute disait que c'était probablement pour le mieux. Le jeune cerveau se protège des traumatismes en supprimant les détails spécifiques tout en conservant les impressions émotionnelles. Elle savait que ses grands-parents lui avaient fait très mal. Elle savait que je l'avais sauvée. C'était suffisant. Les nouvelles locales sont passées à d'autres histoires. L'affaire de tentative de meurtre qui avait dominé les gros titres pendant des mois est devenue une vieille nouvelle. Mes parents étaient simplement 2 détenus de plus dans un système carcéral surpeuplé. Je ne leur ai jamais rendu visite, je n'ai jamais accepté leurs appels téléphoniques. Ils avaient fait leur choix en mettant ma fille dans cette caisse. Patricia Kendrick m'a aidé à créer un fonds en fiducie pour Aria en utilisant l'argent du règlement du procès. Elle y aurait accès à ses 18 ans, lui assurant une sécurité pour l'université ou toute autre voie qu'elle choisirait. Les fonds provenaient de la destruction de la vie de mes parents, mais Aria méritait une compensation pour ce qu'ils lui avaient volé. Gérald est mort pendant sa 4e année de prison. Crise cardiaque. Il avait 72 ans. La prison m'a contactée en tant que plus proche parente. J'ai refusé de réclamer son corps ou d'organiser des funérailles. L'État s'est occupé de sa crémation. Ses cendres sont allées dans une tombe anonyme du cimetière de la prison. Je n'ai rien ressenti en recevant la notification. Donna est restée en vie, bien que les rapports de la prison indiquent que sa maladie d'Alzheimer avait considérablement progressé. Elle ne reconnaissait plus les gardiens ni les autres détenus. Elle passait la plupart de ses journées confuses, ne sachant ni où elle était ni pourquoi. Certains pourraient appeler cela une justice poétique. Je qualifiais cela de non pertinent. Sa détérioration mentale n'annulait pas le mal qu'elle avait causé. Aria excellait à l'école. Son enseignante de 3e année la décrivait comme empathique et créative. Elle écrivait des histoires sur des filles courageuses qui sauvaient des animaux et résolvaient des mystères. Elle se faisait des amis facilement, bien qu'elle soit restée prudente avec les adultes qu'elle ne connaissait pas bien. Son thérapeute disait que c'était une saine délimitation des frontières, pas une peur pathologique. Terence s'est remarié quand Aria avait 7 ans. Sa nouvelle femme, Stéphanie, était gentille et patiente, n'essayant jamais de me remplacer, mais traitant Aria avec une affection sincère. J'ai apprécié la stabilité qu'elle apportait à leur foyer. Aria avait besoin de modèles adultes positifs qui ne trahiraient jamais sa confiance. Je sortais occasionnellement, mais je gardais ces relations séparées de ma vie avec Aria. Elle avait subi assez de perturbations. Ma vie amoureuse pouvait attendre qu'elle soit plus âgée et plus en sécurité. Le travail et la parentalité remplissaient entièrement mes journées. L'anniversaire de l'incident passait chaque novembre. Je ne le marquais jamais formellement, mais je pensais toujours à cet après-midi. L'eau froide, la nage désespérée, les visages de mes parents tordus de rage, le moment où j'ai ouvert la caisse et vu Aria à l'intérieur, à quel point j'étais passé près de perdre tout ce qui comptait. Les gens me demandaient si je me réconcilierais un jour avec ma mère avant sa mort. La question me paraissait toujours absurde. La réconciliation implique que les 2 parties travaillent à réparer une relation. Donna avait essayé d'assassiner mon enfant. Il n'y avait plus de relation à réparer.
Il y avait seulement le simple fait qu'elle mourait en prison, ayant perdu tout ce qu'elle avait un jour apprécié, et que je continuerais à élever la fille qu'elle avait essayé de tuer. C'était la justice. Pas celle des tribunaux avec des juges et des jurys, bien que cela ait été satisfaisant aussi. C'était la justice plus profonde des conséquences, des actions qui correspondent aux actes. Ils ont essayé de démolir mon monde. J'ai systématiquement démantelé le leur. Chaque ami qui a cessé d'appeler. Chaque dollar saisi pour payer le règlement d'Aria. Chaque année derrière les barreaux. Chaque perte qu'ils ont subie remontait à leur décision de mettre une enfant de 4 ans dans une caisse en bois et de la jeter dans une rivière. Aria posait parfois des questions sur ses grands-parents. Je lui disais la vérité en des termes adaptés à son âge. Ils avaient fait de très mauvais choix qui l'avaient blessée. Ils étaient en prison à cause de ces choix. Elle méritait de connaître sa propre histoire, même les parties douloureuses. Le thérapeute approuvait cette approche, les secrets et les mensonges ne feraient que l'endommager davantage. Elle ne montrait aucun intérêt à les contacter ou à en savoir plus. Ses grands-parents existaient comme des concepts abstraits plutôt que comme de vraies personnes qui lui manquaient. Les parents de Terence avaient assumé ce rôle avec enthousiasme, lui offrant la relation aimante de grands-parents qu'elle méritait. Sa mère cuisinait des biscuits avec Aria tous les dimanches. Son père lui apprenait à jouer aux échecs. C'étaient les souvenirs qu'elle se construisait. J'ai bâti une carrière réussie à l'agence de marketing, obtenant une promotion au poste de directrice de compte senior. J'ai acheté une petite maison avec un jardin clôturé où Aria pouvait jouer en toute sécurité. J'ai créé une vie qui n'avait rien à voir avec mes parents ou leurs crimes. Ils ont essayé de me détruire en prenant ma fille. Au lieu de cela, ils se sont détruits eux-mêmes pendant que j'allais de l'avant. La satisfaction ne venait pas de la vengeance au sens traditionnel du terme. Je n'avais pas eu besoin de comploter ou de manigancer. J'avais simplement veillé à ce que chaque système conçu pour appliquer des conséquences fasse réellement son travail. La justice pénale, le litige civil, les conséquences sociales, les sanctions économiques. Chaque système avait fonctionné exactement comme prévu, et ensemble, ils avaient effacé mes parents de la vie qu'ils avaient connue. Voilà à quoi ressemblait la destruction de vie. Pas des confrontations dramatiques ou des complots élaborés, juste l'application constante de la responsabilité jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la vie qu'ils avaient bâtie. Ils avaient tout misé sur le silence du rire d'une enfant de 4 ans, et ils avaient tout perdu. Aria a eu 8 ans, puis 9. Elle a rejoint la chorale de l'école et a appris à jouer du piano. Elle aimait les expériences scientifiques et voulait devenir biologiste marine. Le traumatisme qui avait façonné sa petite enfance est devenu une partie de son histoire plutôt que l'élément qui la définissait. Elle guérissait, grandissait, s'épanouissait. Et quelque part dans une cellule de prison, ma mère était assise seule avec ses souvenirs fragmentés, ayant perdu tout ce qui avait un jour donné un sens à sa vie. Mon père était mort et non pleuré, son nom prononcé seulement avec dégoût par ceux qui l'avaient autrefois appelé ami. J'ai détruit leur vie, non par la violence ou la cruauté, mais par une simple persévérance à m'assurer qu'ils subiraient toutes les conséquences possibles de leurs actes. La loi avait fait sa part. La société avait fait sa part. J'avais fait ma part en refusant de les protéger de quoi que ce soit. Certaines nuits, j'entends encore les cris étouffés d'Aria depuis l'intérieur de cette caisse. Le souvenir me réveille, me laissant tremblante et glacée. Mais alors, je descends le couloir et regarde ma fille dormir paisiblement dans son lit, en sécurité et aimée, et je me souviens que j'ai gagné. Ils ont essayé de me la prendre, et je l'ai sauvée. Tout le reste n'était qu'une question de s'assurer qu'ils paient le prix fort pour leur échec. C'était suffisant.